ne viens pas à la réunion de famille. Nous coupons les ponts. M'a envoyé mon père par SMS. J'ai répondu par SMS, compris. Ensuite, j'ai retiré mon nom du prêt de 2,5 millions d'euros. Le message est arrivé à 19h42 un jeudi. Pas de salutation, pas de préambule, juste la voix de mon père, mesurée et sèche comme une note de service, ne te donne pas la peine de venir à la réunion de famille. Nous coupons les ponts. C'était tout. 18 mots. 18 syllabes, si l'on compte la pause avant qu'il ne raccroche. Je l'ai réécouté une fois. Non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que, pour une raison quelconque, je m'attendais à ressentir quelque chose de plus grand. Une pointe de rage, un coup dans la poitrine, quelque chose. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une immobilité. Comme si la partie de moi qui s'était discrètement préparée à cela avait enfin entendu ce qu'elle avait toujours su. Je m'appelle Hélène Dupont. Je suis la cadette de 2 enfants. Mon père, Gérard, a bâti Dupont Automobile à partir de rien. D'abord mécanicien, puis propriétaire de franchise, puis exploitant d'une chaîne régionale. Mon frère aîné, Rémi, est l'héritier qu'il a toujours voulu, charismatique, imprudent, intouchable. Et moi, j'étais celle qui maintenait les lumières allumées. Discrètement, efficacement, invisiblement. Je n'ai pas rappelé ce soir-là. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai même pas transféré le message vocal à ma mère, Lucie, qui, historiquement, se tenait à l'écart des affaires commerciales lorsqu'elles devenaient gênantes. Je lui ai juste envoyé un texto de 2 mots, compris. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au portail de prêt que je n'avais pas touché depuis des mois, et j'ai fait ce qu'aucun d'eux ne s'attendait à ce que je fasse. J'ai retiré mon nom. Non pas par colère, non pas par dépit, mais par lucidité. 2 ans plus tôt, lorsque l'entreprise familiale avait eu besoin d'obtenir un prêt d'expansion de 2,5 millions d'euros, la banque avait demandé un deuxième demandeur avec un crédit impeccable. Rémi avait des dettes. Gérard avait des leviers. J'avais des chiffres propres et un MBA de l'INSEAD. Ils ne m'ont pas supplié de signer. Ils m'ont simplement tendu les papiers, ont supposé que je le ferais, et je l'ai fait. Parce qu'à l'époque, je pensais encore que la loyauté méritait l'appartenance. Mais maintenant, assis seul à ma table de cuisine, le message vocal jouant faiblement en arrière-plan, j'ai réalisé quelque chose de tout à fait différent. Ils ne m'avaient pas coupé des ponts. Ils avaient simplement confirmé ce qu'ils faisaient discrètement depuis des années. Et cette fois, j'étais prête à terminer la phrase pour eux. J'avais l'habitude de penser que mon père aimait l'ordre plus que tout. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas l'ordre, c'était le contrôle. Gérard Dupont a construit Dupont Automobile de la même manière qu'il a construit notre maison, brique par brique, règle par règle, sans place pour la douceur. Le garage venait en premier, la famille en deuxième, parfois en troisième. Il avait un dicton, qu'il aimait répéter devant les employés, et encore plus devant nous, nous n'embauchons pas d'étrangers, nous élevons des remplaçants. Et c'est ce que Rémi et moi étions, des successeurs potentiels. Du moins, en théorie. Rémi avait 3 ans de plus, était plus bruyant, plus audacieux, et marchait toujours légèrement hors de portée de la responsabilité. Mais il avait le charme que Gérard respectait, une allure que mon père reconnaissait en lui-même. Alors Rémi a eu les éloges, les deuxièmes chances, la marge de manœuvre. Moi, j'ai eu le presse-papier. À 12 ans, j'enregistrais les expéditions de pneus d'Anciel Compta. À 16 ans, je gérais la paie du 3e site pendant les vacances de printemps. Je n'ai pas demandé, on m'a dit. Pas de merci, pas de questions. Juste l'attente tacite que je serais là où l'entreprise avait besoin de moi, disponible, obéissante, infatigable. Ma mère, Lucie, n'était pas cruelle. Elle disparaissait simplement à l'intérieur de son rôle, organiser des dîners, plier des factures dans des enveloppes, sourire pendant les réunions, puis me prendre à part après pour me rappeler, ton père construit quelque chose pour nous. Sois reconnaissante, ma chérie. Alors je l'étais. Ou j'essayais de l'être. J'ai étudié dur, j'ai obtenu mon MBA, j'ai refusé une offre de logistique d'entreprise à Lille parce que Gérard avait dit, la famille avant l'ambition. Il avait besoin de quelqu'un pour aider à l'expansion régionale. Rémi, apparemment, se concentrait sur la vision. Je me concentrais sur tout le reste. Lorsque l'occasion s'est présentée d'obtenir un financement pour un nouveau siège social, j'ai négocié le bail, comparé les taux de 6 banques, décroché un accord avec des conditions favorables et un blocage des intérêts sur 3 ans.
Mais la banque voulait un deuxième signataire. Rémi ne le pouvait pas, son crédit était ruiné. Gérard ne voulait pas mettre en péril ses actifs personnels. Alors ils se sont tournés vers moi. Pas de grands discours, pas de dîner. Juste les papiers sur la table et un stylo déjà débouché. J'ai hésité, peut-être une demi-seconde. Puis j'ai signé. Parce que quelque part à l'intérieur, je croyais encore que si je montrais que j'étais assez loyal et assez indispensable, ils me verraient enfin. Non pas comme le plan B, mais comme faisant partie du plan. Bien sûr, ils n'ont jamais dit merci. Ils ont juste supposé que c'était mon travail. C'était il y a 2 ans. Je pensais que j'investissais dans un avenir que nous partagerions. Je ne savais pas alors que je me rendais juste assez utile pour être invisible. Et si vous restez silencieux assez longtemps, vous commencez à croire que l'invisibilité est une forme d'amour. Ce n'est pas le cas. C'est juste le silence confondu avec la paix. La première fissure n'a pas sonné comme une rupture. Elle a sonné comme un rire. Le rire de Rémi, pour être exact. Nous étions dans une réunion budgétaire trimestrielle, juste nous 3, moi, Rémi et Gérard. J'avais signalé une facture de fournisseur, 12 000 €, dupliquée sur 3 mois. Une erreur évidente, ou du moins je le pensais. C'est d'un ami à moi, a dit Rémi en l'écartant d'un geste de la main comme s'il s'agissait d'une peluche sur son col. Laisse tomber. Il nous fait de bons prix ailleurs. J'ai regardé mon père, m'attendant à quelque chose. Un sourcil levé, peut-être un seul mot d'examen. Mais Gérard n'a pas bronché. Il a juste pris son café et a dit, concentre-toi sur des choses plus importantes, Hélène. Arrête d'agir comme une étrangère. Étrangère. Ce mot ne m'a pas seulement piqué, il s'est installé quelque part sous ma peau. Je n'étais pas une nouvelle recrue. J'avais supervisé la logistique de 4 expansions de sites, renégocié notre contrat de location de flotte à la moitié du coût initial, et maintenu la paie équilibrée pendant 2 perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Et pourtant, lorsque je remettais en question quelque chose qui n'impliquait pas des feuilles de calcul ou une conformité silencieuse, je devenais étrangère. Après cette réunion, les choses ont changé. Subtilement, au début. Mon accès à nos systèmes administratifs a commencé à se rétrécir. Je ne pouvais plus me connecter aux plateformes des fournisseurs. Puis le tableau de bord financier m'a redirigé vers une page en lecture seule. La carte de crédit de l'entreprise liée à mon nom a expiré. Elle n'a jamais été remplacée. Chaque fois que je demandais, j'obtenais la même réponse, nous restructurons, ou, changement temporaire du système, ou pire, ne t'en fais pas pour ça. Et pourtant, j'ai remarqué que Rémi avait un nouveau bureau debout, un voyage payé par l'entreprise à Las Vegas étiqueté, sommet du leadership, et un fauteuil de bureau qui coûtait plus cher que ma première voiture d'occasion. Quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, pas encore. Mais une alerte silencieuse. Le genre qui vient quand vos instincts murmurent, il te prépare une porte, et elle ne s'ouvre que dans un sens. J'ai commencé à garder des copies de tout, rapports de dépenses internes, notes de réunion, emails où Rémi copiait les clients mais signait en utilisant mon nom. La nuit, je les organisais dans un dossier privé sur mon ordinateur personnel, que j'avais appelé « registre de l'ombre ». Je n'étais pas encore sûr de ce que je construisais, juste que j'avais besoin de m'accrocher à la vérité pendant qu'elle était encore entre mes mains. Un soir, j'ai contacté Danielle Kelleran, une ancienne camarade de faculté de droit. Nous avions perdu contact pendant des années, jusqu'à ce qu'elle aide sa sœur à échapper à un divorce compliqué d'un partenariat immobilier. Je n'ai pas tout dit à Danielle, juste assez pour poser une simple question, si un cosignataire se retire d'un prêt commercial, que se passe-t-il? Sa pose était révélatrice. Ça dépend. Si vous n'êtes pas garante et que vous n'avez pas été impliqué dans une utilisation abusive récente, le prêt peut être réévalué sans votre nom. Discrètement. Légalement. J'ai expiré. À ce moment-là, je ne savais pas si je préparais une sortie ou si je construisais un alibi. Ce que je savais enfin, c'est que l'histoire que je pensais vivre, la fille loyale maintenant le lègue à flot, n'était plus la mienne. Il ne me poussait pas seulement dehors, il le faisait assez lentement pour continuer à profiter de mon silence. C'était un jeudi matin au début du printemps lorsque la dernière pièce s'est mise en place. Les arbres devant la fenêtre de mon bureau commençaient tout juste à bourgeonner. Je me souviens clairement de ce détail, parce que quelque chose à propos des nouvelles feuilles rendait ce que j'allais trouver encore plus obsolète. Je venais de recevoir mon relevé de crédit mensuel, quelque chose que j'examinais par habitude plus que par inquiétude.
Mais cette fois, une ligne a attiré mon attention, Dupont Holdings examen de paiement différé. Je n'avais pas vu ce nom utilisé depuis des années. C'était une société écran que Gérard avait autrefois créée pour des biens immobiliers. Dormante, ou du moins je le pensais. Curieuse, j'ai creusé davantage. Ce que j'ai trouvé n'était pas surprenant, c'était pire. Le prêt d'expansion que j'avais co-signé il y a 2 ans, celui utilisé pour lancer le nouveau siège régional de Dupont Automobile, était en souffrance. 3 paiements en retard. L'entreprise était en retard, flottant à peine grâce à des délais de grâce et des factures de fournisseurs retardées. Mon nom était toujours sur le prêt. Et pire encore, il était cité dans les communications avec les créanciers comme une raison d'étendre la bonne volonté. Parce que mon crédit était propre. Parce que mes finances étaient intactes. Parce que j'étais, comme toujours, la personne fiable. Mais je n'avais pas vu de rapport financier depuis des mois. Je n'avais pas été incluse dans une réunion du conseil d'administration depuis l'automne dernier. Et la dernière fois que j'ai demandé une mise à jour à Rémi, il a répondu avec un emoji clin d'œil et, pas de souci, Serette, grande vision à venir. La vision ne payait pas les factures. J'ai sorti les archives, j'ai retracé les factures sur 6 trimestres, j'ai comparé les dépenses aux prévisions budgétaires que j'avais écrites moi-même. Et puis je l'ai vu. Plus de 40 000 € de frais de consultation, tous acheminés par un ami de Rémi. Plusieurs entrées étiquetées, test marketing, n'avaient aucune campagne liée. Des réparations de flotte triplement facturées et des devis de fournisseurs signés avec mes initiales, que je n'avais jamais approuvées. Ce n'était pas de la mauvaise gestion, c'était une orchestration. Le même jour, j'ai revu Daniel. Cette fois, en personne. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans une cabine tranquille d'un café qu'elle aimait près du palais de justice. Je lui ai tout montré. Elle a feuilleté lentement les documents, les lèvres pincées, les yeux fixes. Lorsqu'elle est arrivée à l'accord de pré-co-signé, elle s'est arrêtée. « Vous n'êtes pas répertoriée comme garante », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Ce qui signifie qu'ils ont utilisé votre nom pour l'obtenir, mais vous n'êtes pas légalement lié si vous vous retirez avant la restructuration. Et si je le fais? Daniel a posé les papiers, a croisé les mains et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, vous n'avez pas besoin de les confronter. N'avertissez pas, ne criez pas, déplacez simplement la brique qui soutient leur mur et laissez-le tomber. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai ouvert le dossier que j'avais renommé. Plus, registre de l'ombre, maintenant, plan de rédemption. À l'intérieur se trouvaient des PDF, des emails signalés, des captures d'écran de compte et un projet de lettre que Daniel m'avait aidé à rédiger des semaines plus tôt, à l'époque où j'hésitais encore. Je n'hésitais plus. Il ne m'avait pas seulement poussé dehors, il m'avait utilisé jusqu'à ce qu'il suppose que je n'avais plus rien à donner. Et peut-être que je n'en avais plus. Mais il me restait une chose à prendre, mon nom. Cela a pris 4 minutes. C'est le temps que le portail est resté ouvert une fois que je me suis connecté en utilisant les identifiants administratifs que j'avais créés il y a 2 ans, à l'époque où j'avais encore un accès complet, à l'époque où je pensais que je construisais quelque chose de réel. L'écran a clignoté une fois, puis a affiché un avis, statut du cosignataire, actif. Option de modification disponible. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Puis j'ai téléchargé la lettre de retrait signée que Daniel et moi avions finalisée 3 semaines plus tôt. J'ai tapé mon code PIN, soumis. Pas d'alarme, pas de mail de confirmation. Juste un message silencieux en texte gris au bas de l'écran, mise à jour reçue. Traitement en attente d'examen de conformité. C'était fait. L'étape suivante était le contrôle des risques. J'ai envoyé un email au gestionnaire de prêt de la banque, un homme nommé Christophe, quelqu'un avec qui j'avais négocié pendant la phase d'expansion. J'ai joint un résumé des anomalies financières, fraude des fournisseurs, signature modifiée et restriction d'accès indiquant une exclusion interne. J'ai été prudente, claire, professionnelle. Ce que je n'ai pas inclus, c'est une émotion. En moins d'1 heure, la banque a gelé le compte d'exploitation lié à Dupont Holdings et a déclenché un examen interne du prêt. Discrètement. Pas d'appel à mon père, pas de note à Rémi. Juste une pause, un curseur clignotant dans leur système là où il y avait autrefois une confiance aveugle. Pendant qu'ils s'agitaient, j'ai agi. J'ai contacté ma comptable personnelle, Sophie Kim, quelqu'un en qui j'avais confiance depuis mes études supérieures. Nous avons examiné mon exposition, effectué des simulations sur les pires scénarios. Elle a confirmé ce que Daniel avait dit, aucune responsabilité,
aucun dommage au crédit, même pas d'obligation légale de les informer. La fiducie dans laquelle j'avais transféré mes économies le mois dernier était protégée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai vraiment fait. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il y avait déjà 32 appels manqués. En milieu d'après-midi, il y en avait 78. De ma mère, 13. De mon père, 7. De Rémi, 7 et un d'un numéro que je n'ai pas reconnu avant d'écouter le message vocal. C'était Grégoire Maddox, leur comptable d'entreprise de longue date. Sa voix était aiguë, paniquée, presque cassée. « Hélène, appelle-moi maintenant. C'est grave. Le prêt s'effondre. La banque a retiré son soutien. Nous risquons le défaut de paiement. Tu dois arranger ça. Tu m'entends? Tu dois arranger ça. » Je l'ai écouté 2 fois. Non pas parce que je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire, mais parce que cela sonnait comme la justice. Et la justice, quand elle arrive enfin, ne crie pas. Elle résonne. En début de soirée, Rémi a envoyé son premier texto, « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Puis un autre, « Tu réagis de manière excessive. » On aurait pu gérer ça en interne. Mais le mot « on » n'avait plus de sens. Il n'y avait plus de « on » depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, ma mère a laissé un message vocal. Pas en colère, mais calme, tremblante, « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ton père dit que la banque a tout gelé, qu'il pourrait rappeler le prêt. As-tu signé quelque chose? J'ai fait, mais je n'ai pas expliqué. Je l'ai rappelé. J'ai laissé la ligne sonner 2 fois. J'ai retiré mon nom. C'est tout. Son souffle s'est coupé. Mais, tu ne peux pas juste faire ça. En fait, je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait. Elle a fait une pause. Hélène, cela nous affecte tous. Non, ai-je répondu calmement. Vous vous êtes assuré que ce ne soit pas le cas. Et puis j'ai raccroché. Pas en colère. En achèvement. Ils ont choisi le restaurant où nous allions pour les anniversaires, chez Léona. Vieux mur de briques, trop de ventilateurs de plafond, et la salle privée près de la cheminée où nous avions autrefois soufflé des bougies et trinqué avec des verres de Canada DRY. Mais il n'y avait pas de ballon cette fois, pas de gâteau. Juste mes parents, Gérard et Lucie, assis raides à une extrémité de la table, et Rémi, fixant son téléphone, prétendant que cela était indigne de lui. Il y avait aussi une chaise vide qui m'attendait, comme s'il croyait encore que je pouvais être convoqué. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard, exprès. Je portais un pantalon gris et un chemisier boutonné. Neutre, illisible. Daniel m'avait dit un jour, le pouvoir ne crie pas, il arrive sans excuse. Rémi s'est levé quand je suis entré. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, ai-je dit en prenant lentement la chaise. Ne perdons pas notre temps. Gérard s'est penché en avant, les yeux fixés sur les miens. Tu as fait passer ton message. Fort et clair. Non, ai-je dit, la voix calme. La banque a fait passer mon message. J'ai juste cessé de protéger votre mensonge. Sa mâchoire s'est crispée. Lucie s'est agitée, mal à l'aise. Nous essayons de maintenir tout ça, a-t-il dit. Tu penses que tu nous punis, Hélène, mais tu punis l'héritage que ton grand-père a construit. Je l'ai regardé, impassible. Grand-père a construit un garage. Tu l'as transformé en dictature. Rémi a ricané. Oh, allez. On t'a tout donné. Vous m'avez donné un travail, ai-je dit en croisant son regard. Pas une voix. Le silence qui a suivi était dense, presque chaud. Comme une pièce qui avait enfin cessé de prétendre être autre chose. Puis Lucie, ma mère, a parlé, presque dans un murmure, « Qu'est-ce que tu veux, Hélène ?» C'était la question, n'est-ce pas? Pas la vengeance, je l'avais déjà prise. Ce que je voulais maintenant, c'était la clarté. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé une enveloppe scellée sur la table. Ceci est une déclaration sous serment confirmant que je me suis définitivement retiré du prêt de l'entreprise, du conseil d'administration et de toutes les opérations commerciales. Vous n'utiliserez plus jamais mon nom. Gérard a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai pris une profonde inspiration. Je soumets également un signalement anonyme à la Cour des comptes. Il y a des fonds manquants, des fournisseurs impayés, des incohérences de paie. J'ai fait glisser l'enveloppe vers l'avant.
C'est votre bazar maintenant. Entièrement. Légalement. Le visage de Rémi est devenu rouge. Tu nous détruis par ego. Je ne détruis rien, ai-je dit en me levant. Je supprime juste l'illusion que j'en ai jamais fait partie. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi, pour la première fois de ma vie, mon père a dit le seul mot que je ne m'attendais jamais à entendre, Hélène, s'il te plaît. J'ai fait une pause. Non pas par hésitation, mais par satisfaction. Tu as laissé un message vocal me disant que c'était fini entre nous, ai-je dit sans me retourner. Je suis juste d'accord avec toi. Formellement. Et puis je suis parti. L'histoire a fait les journaux. Pas les grands, juste un petit article dans un résumé économique local, Dupont Automobile fait face à des turbulences financières sur fond de conflits internes. Je ne l'ai pas divulgué, mais je savais qu'il avait fait. Daniel m'a appelé 2 jours plus tard, sa voix mi-sérieuse, mi-souriante. Quand les gens perdent le pouvoir, a-t-elle dit, ils cherchent quelqu'un à blâmer. Il ne s'attendait juste pas à ce que cette personne soit déjà partie. Après cela, les messages vocaux sont devenus acerbes. De mon père, enfant ingrate. Nous avons construit cette entreprise pour toi. Tu ruines ton avenir. De Rémi, tu te crois maline, mais tu auras besoin de nous un jour. De Grégoire Maddox, le comptable, comprends-tu seulement ce que cela signifie? Tu as détruit leur héritage. Mais voici la chose que personne n'a dite à voix haute, ils l'ont détruit bien avant que je ne me retire. Ils l'ont détruit quand ils ont utilisé mon nom mais m'ont refusé une place à la table. Quand ils ont décidé que j'étais une menace, pas une fille. Quand ils m'ont rendu invisible. Maintenant, le prêt s'effondrait, les comptes étaient gelés, les contrats des fournisseurs se dénouaient. Et moi, j'étais intact. Pas de répercussions juridiques, pas de dommages financiers. Mon crédit intact, mes économies en sécurité. J'ai transféré le dernier message vocal à Daniel, puis j'ai supprimé le reste. J'ai désactivé le mode silencieux de mon téléphone, et pour la première fois depuis des années, il est resté silencieux. Pas de crise, pas de demande, pas d'incendie que seul moi pouvais éteindre. J'ai emménagé dans un petit loft au centre-ville de Nantes. Rien d'extraordinaire, juste du soleil, des fenêtres propres et assez d'espace pour un bureau et la paix. J'ai commencé à consulter, discrètement, aidant de petites startups dirigées par des femmes à éviter le genre de pièges dans lesquels j'avais vécu. Non pas parce que j'avais besoin d'un but, mais parce que je l'avais déjà. 3 mois plus tard, une enveloppe est arrivée à ma nouvelle adresse. Pas de nom d'expéditeur, juste le logo de la banque et un code barre de suivi. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, cette lettre confirme que le prêt commercial associé à Hélène Dupont a été formellement retiré et restructuré. Aucune autre obligation ne subsiste. Aucune action requise. Pas de merci, pas d'excuses, pas de blabla. Juste une ligne tracée à l'encre. En droit. Et enfin, en vérité. J'ai placé la lettre dans un dossier marqué « Terminé » et je l'ai glissée au fond du meuble. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie près de la fenêtre. Le loft était silencieux. La ville en bas bourdonnait, inconsciente et vivante. J'ai pensé à ce message vocal une dernière fois, ne te donne pas la peine de venir à la réunion. Nous coupons les ponts. Ils voulaient le silence, l'obéissance, l'absence. Et ils ont eu les 3. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que je m'épanouirais dans ce silence. Que je construirais quelque chose, non pas par vengeance, mais par réalité. J'ai versé un verre de vin, ouvert un nouveau dossier client et écrit une ligne en haut, tu n'es pas difficile, tu es juste enfin visible. Et puis j'ai continué.